C'est américain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'attractivité économique et le développement territorial qu'on organise ce matin en partenariat avec Ancoris. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Nous aurons 3 séquences d'échanges et de présentations. Donc, une première présentation par Guillaume Gady, qui est directeur général d'Ancoris, sur le baromètre de l'attractivité des territoires, qui vous sera présenté. On vous proposera de prendre quelques questions à ce moment-là, quelques réactions. Puis nous aurons un retour d'expérience présenté par Laurence Bertrand, qui est responsable du service entreprise à la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault et que je remercie d'être présente aujourd'hui. On prendra également des questions à ce moment-là avant de passer sur la dernière séquence qui sera présentée par Luc Chouzy, qui est directeur délégué d'Ancoris sur le baromètre de l'attractivité touristique. Vous avez la possibilité, comme d'habitude pour les habitués de nos webinaires, de réagir directement via le chat ou de demander à prendre la parole directement en cliquant sur le petit onglet réaction en bas de votre écran. On vous la passera sans problème. Je précise également que le webinaire est enregistré et donc vous serez destinataire du replay, de la présentation et des 2 études barométriques qui vous seront présentées ce matin. Voilà, je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à Guillaume tout de suite et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Juliette. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ce qu'on va Juliette a très bien introduit le sujet, donc on va essayer de faire ça de manière assez dynamique. Je crois qu'il y a la possibilité aussi de lever la main et de prendre des questions par moment, ce que Juliette rappelait tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. On essaiera de répondre à vos questions dans la mesure du possible et d'être les plus précis possible. Je vais rentrer dans le sommaire tout de suite rapidement. On va vous représenter rapidement qui nous sommes. J'enchaînerai sur le baromètre de l'attractivité comme évoqué par Juliette. On laissera ensuite la parole à Laurence et puis les enseignements de notre dernier baromètre de l'attractivité touristique qui sont des investissements un peu plus spécifiques et c'est pour ça qu'on fait 2 baromètres et 2 éditions différentes. Donc pour commencer, qui sommes-nous? Alors c'est assez simple. Donc Ancoris, c'est un opérateur privé de développement économique. On accompagne les territoires, intercommunalités, agences départementales du tourisme, les régions, agences d'attractivité dans tous les champs qui vont concerner leur développement territorial, leur attractivité, leur sujet immobilier. On est intégré dans un collectif d'entrepreneurs qui s'appelle Axtome, dans lequel il y a d'autres sociétés. La première étant AxDev qui fait du montage d'opérations immobilières, Access qui est un constructeur contractant en général et Octalis qui est une foncière d'investissement. L'idée étant d'intégrer tous ces métiers pour accompagner les territoires et les entreprises dans leur développement économique et immobilier. On a quelques opérations un peu en cours qui sont euh, emblématiques, notamment la reprise du site de Ford à Blanquefort, côté de Bordeaux, sur lequel on est en train de monter une opération de construction d'un parc d'activités pour accueillir des activités industrielles plutôt durables en lien avec la mobilité, par exemple. Et là-dessus, tous les champs que vous avez sous les yeux interviennent, l'opération étant développée sur une cinquantaine d'hectares. Mais on va rentrer un peu plus maintenant peut-être dans le métier d'Ancoris pour resituer qui nous sommes. C'est aussi important de rappeler qu'on est une petite PME française, qui est plutôt français à 100%, avec une quarantaine de collaborateurs, dont 37 personnes basées en France et 5 personnes à l'international, notamment avec nos bureaux qui sont historiquement en Italie, en Allemagne, en Espagne et plus récemment à New York aux États-Unis, ce qui nous permet aussi de capter des projets d'investissement direct étrangers pour les territoires français et européens. Notre activité, elle va se décliner en 3 blocs principaux. Le premier, c'est l'attractivité et la détection de projets d'investissement. Où là-dessus, on va détecter des projets
industriels, tertiaires, logistiques, touristiques, commerciaux, euh, mais aussi accompagner les collectivités dans tout ce qui va être démarche de marketing territorial et de web marketing, en pilotant des plateformes web au niveau local ou régional afin de détecter des projets d'investissement, sachant que nous-mêmes, on a nos propres plateformes qui s'appellent les pôles implantation, pôle implantation tout court, pôle implantation commerce, pôle implantation tourisme. Donc, vous comprenez assez aisément avec les noms quelle est leur utilité et quelles sont les typologies d'entreprises qu'on va cibler à travers ces plateformes. Toute cette bloc-là nous permet de détecter en moyenne à peu près 1700 projets d'implantation par an, suite à des prises de contact d'entreprises donc, qui nous appellent. Environ 8 à 10 000 entreprises, 8 à 10 000 entreprises par an. L'année dernière, c'était à peu près 8 000 entreprises, sachant qu'on va accompagner sur ce métier-là spécifiquement une cinquantaine, une soixantaine des territoires par an. Le deuxième bloc de notre activité, c'est ce qu'on va appeler un bloc stratégie, qui s'apparente plus à un métier de conseil, où on va accompagner les territoires, quels qu'ils soient, dans la stratégie de développement territorial, à la fois sur des schémas de développement économique, stratégie filière par exemple, aussi sur le tourisme, où on fait des stratégies de développement touristique ou des stratégies de reprise d'actifs un peu délaissés pour les redévelopper et y accueillir des activités touristiques et de loisirs. La transition environnementale, qui est un sujet sur lequel beaucoup de territoires nous sollicitent aujourd'hui, notamment pour mettre en place des démarches d'économie circulaire à l'échelle territoriale ou des démarches d'écologie industrielle territoriale. Donc, c'est vraiment les thématiques sur lesquelles on va intervenir ou directement en accompagnement d'entreprises sur les volets de financement qui vont concerner les projets de transition de ces mêmes entreprises et qui peuvent, évidemment, ça vous le savez tous, autour de ce webinaire qui peuvent s'inscrire dans des stratégies de politique publique territoriale un peu plus larges. Et puis enfin, la dernière partie, qui est une partie qui nous intéresse depuis très longtemps, c'est la partie foncière aussi, qui est évidemment la matière première à gérer dans le cadre des projets de développement territorial et d'attractivité, ou même, et c'est important de le rappeler, dans l'accompagnement en endogène des entreprises du territoire, parce que avoir une stratégie foncière qui est développée sur le long terme et qui est bien pensée par rapport aux besoins des entreprises permet aussi de garder des entreprises qui se sont développées et qui sont ancrées dans le territoire plus longtemps sur ce même territoire quand elles ont des projets de développement. Donc c'est aussi sur ces thématiques-là qu'on va accompagner les collectivités avec lesquelles on travaille et à côté de ça, on est organisme de formation, on accompagne sur des opérations de réindustrialisation de sites, donc en faisant les études préalables, mais aussi la détection de projets d'investissement qui peuvent reprendre ces mêmes sites. Et là-dessus, on va intervenir soit pour le champ public où il y a des collectivités qui nous sollicitent, ou alors sur le champ privé pour des grands propriétaires industriels qui veulent justement repenser leurs actifs immobiliers et réimplanter de l'activité sur ces mêmes actifs. Voilà pour faire très, très simple. Si vous avez des questions plus poussées sur notre métier, je serai évidemment content d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur les chiffres qu'on voyait à l'écran tout à l'heure, où voilà, j'ai évoqué évidemment le volet un peu global des 8 à 10 000 entretiens qu'on peut faire avec des dirigeants d'entreprise chaque année, ce qui nous permet justement d'alimenter le baromètre que je vais vous présenter juste après. Et dans ces 8 à 10 000 entretiens, on a à peu près 1800 contacts avec des dirigeants du secteur touristique, donc ça va être l'hébergement et le loisir, hein, pour faire très simple, mais Luc y reviendra plus précisément tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en voyant cette masse d'informations sur ces projets-là aussi spécifiques, de faire un baromètre propre aux activités touristiques, sachant que ça va faire environ 5 ans, si je ne me trompe pas, Leslie, je parle sous ton contrôle, qu'on édite ces deux baromètres. Et donc, on a une vision sur les données depuis une douzaine d'années. Donc, on avait attendu pour sortir les baromètres et maintenant, on a une bonne vision.
Alors, le baromètre sur l'attractivité économique qu'on a publié pour le compte de l'année 2023, on va rentrer dedans maintenant. Je vais vous présenter les grandes masses. Que retenir, comme on voit à l'écran de ce baromètre, c'est que déjà, le nombre de projets d'implantation détectés en 2023, c'est mine de rien, en 2023, oui, c'est mine de rien maintenu. Après un contexte très favorable à partir de 2020, notamment avec les plans de relance, hein, qui a permis d'avoir une masse de projets qui est sortie des cartons, si je peux parler trivialement, assez importante, notamment en 2021. On voit que ça a été une année un peu record. Les chiffres que vous avez sous les yeux à la droite de l'écran, ce qu'il faut retenir, c'est que l'année 2019 est pour nous la dernière année de référence. On était sur un marché un peu normal, sans crise exogène, sans crise sanitaire, sans conflit géopolitique majeur en Europe. Je ne vais pas revenir dessus, mais qui impacte aussi la confiance des investisseurs et donc les décisions d'investissement qu'ils peuvent prendre. Et donc, c'est vrai qu'en début d'année 2023, avec la crise de l'énergie qui commençait quand même à poindre largement le bout de son nez, et aussi la hausse des coûts des matières premières et l'inflation au sens large du terme, on s'attendait à avoir un exercice 2023 un peu contrarié. Et finalement, le marché a bien résisté avec un niveau de nombre de projets d'implantation qui s'établit toujours autour des 1700 projets à peu près, hein, 1694 pour être très exact, ce qui est très intéressant parce que c'était un peu contre-intuitif par rapport Ah, vous m'entendez pas, c'est ça? Alors moi, j'entends très bien, mais Ok, moi je vais parler un peu plus fort, me rapprocher de l'écran. Et si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas. Ce que je disais, oui, voilà, 2023, un exercice somme toute très résistant et résilient, avec 1694 projets par rapport à l'année dernière, une baisse de 1%. Donc, on peut considérer qu'on est sur les mêmes niveaux que 2022, sachant que là où c'est intéressant, 23% des projets identifiés sont des projets industriels. Et on avait une hausse à partir des années 2020-2021 du nombre de projets industriels. Et cette hausse continue à être toujours d'actualité, puisqu'on a 2% de plus qu'en 2022 du nombre de projets industriels détectés. Donc, c'est somme toute des indicateurs qui sont assez intéressants, sachant que l'année 2024 commence sur sensiblement des ratios similaires à 2023. Voilà. Pour rentrer un peu plus dans le détail de ces éléments, je surveille ma montre en même temps pour pas prendre trop de temps. Le baromètre qu'on publie chaque année, on l'a un peu, enfin cette année déjà, on l'a co-publié avec le groupe 7. L'objectif, c'était aussi d'analyser le retour des territoires. Donc, on a en parallèle des chiffres des entreprises qu'on analyse depuis 5 ans. On a mené une enquête auprès de 257 territoires pour les interroger justement sur leur vision de l'attractivité, mais aussi certains enjeux en lien avec l'accueil des entreprises. Euh, Aujourd'hui, l'enseignement qu'on a tiré, malgré aussi des discours hein, qu'on peut entendre sur l'attractivité n'est plus un sujet, l'attractivité reste un sujet, en tout cas suite à l'enquête qu'on a menée, puisque plus de 90% des territoires que nous avons interrogés nous expliquaient que l'attractivité restait un enjeu prioritaire ou même plus important qu'avant que, 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 que d'autres enjeux. Donc, c'est quelque chose qui reste là, qui reste présent dans la tête des développeurs territoriaux. Malgré tout, cette attractivité, en tout cas les sujets d'attractivité, les sujets liés au développement territorial évoluent, changent. On fait plus de l'attractivité comme on faisait par le passé. C'est pas forcément n'importe quelles activités. On est beaucoup plus sélectif aussi dans l'approche, avec une priorité qui est fortement orientée notamment sur des sujets industriels, mais pas que. Euh, et, euh, et aussi, quelque part, c'est un enjeu au sens large, hein. Quand on parle de l'attractivité, on parle de l'attractivité économique, mais on parle aussi de l'attractivité touristique, et Luc reviendra sur le sujet tout à l'heure, mais aussi de l'attractivité résidentielle. Et donc, tous ces sujets sont assez liés. Ça participe aussi de la politique publique globale de développement territorial.
Et par exemple, l'un des éléments qui revient systématiquement, c'est que aussi les territoires voient que le niveau de qualité de vie, de cadre de vie, de l'environnement de travail pour les salariés qui est proposé est un facteur incitatif pour les entreprises, soit à rester dans le territoire de manière endogène, soit à venir s'implanter dans un territoire, parce que il y a une raréfaction des compétences sur le marché du travail sur beaucoup de secteurs d'activité, et donc un territoire qui est attractif aussi au niveau des talents et au niveau résidentiel peut aussi se positionner correctement pour accompagner le développement de ces entreprises ou des entreprises qui viendraient s'implanter sur le territoire. Ça, c'est un des premiers enseignements. L'autre enseignement qu'on a pu tirer du baromètre, c'est qu'aujourd'hui, l'optimisme est de mise dans les territoires. Hein. 88% des décideurs territoriaux, c'est les chiffres que vous voyez sur la gauche de l'écran, sont optimistes pour le développement de leur territoire pour des raisons un peu variées, mais la principale, en tout cas celle qui est ressortie le plus, c'est que la réindustrialisation est redevenue une thématique importante à tous les échelons de la société. Donc, ça permet aussi d'envisager l'avenir avec optimisme et que, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés par les collectivités territoriales ces dernières années, mais même auparavant, pour améliorer la qualité de vie dans les territoires. Et donc ça, c'est des éléments qui restent majeurs dans la réflexion des décideurs territoriaux qui ont bien voulu répondre à notre enquête. Et d'ailleurs, la DGCF, j'en profite pour remercier Juliette, avait relayé cette enquête. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu un taux de réponse important. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les entreprises et les décideurs territoriaux convergent quand même sur deux principaux freins à l'implantation d'entreprises sur les territoires. J'évoquais les compétences tout à l'heure, donc les difficultés de recrutement et donc de travailler sur ce sujet des compétences, de l'emploi, de la formation est un sujet prioritaire pour et les entreprises et les décideurs territoriaux. Et l'autre aspect, et ça on pourra en parler un peu plus largement si vous le souhaitez, c'est la faible disponibilité du foncier économique ou des solutions d'accueil, notamment dans un contexte de raréfaction du foncier qui se précise de plus en plus et, euh, et qui a aussi un peu de complexité dans le cadre du ZAN qui est en train de se mettre en place plus ou moins possiblement en fonction des zones géographiques. Donc, c'est un sujet qui inquiète tout le monde, à la fois les entreprises et les décideurs territoriaux, et sur lequel il est important de travailler pour beaucoup d'acteurs. Dans les autres éléments qu'on peut citer à la suite de la présentation, c'est euh, c'est aussi que le sujet de la réindustrialisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, est très important. Les projets d'implantation qui sont considérés comme très stratégiques par les collectivités, ça va être en premier lieu les projets industriels et les projets qui sont fortement créateurs d'emplois. Euh, Tout à l'heure, je disais que l'attractivité devient de plus en plus sélective. Et ça, c'est très important de le préciser, c'est que aussi les thématiques d'activités à fort impact social et environnemental, ou alors aussi les activités souveraines, ressortent de plus en plus aussi dans les stratégies de développement territorial que nous, on peut observer au quotidien avec les collectivités avec lesquelles on travaille, mais aussi voilà, dans l'enquête qu'on a fait auprès des décideurs territoriaux, c'était les trois premiers facteurs qui allaient ressortir, sachant que le miroir de ça, c'est évidemment les raisons principales qui peuvent inciter un territoire à refuser un projet ou en tout cas à ne pas l'accompagner aussi fortement que d'autres. Ça va être la création d'emplois. Hein. Évidemment, un projet trop peu créateur d'emplois aujourd'hui est un élément limitant et un frein pour beaucoup de territoires. Et puis aussi la qualité du projet d'un point de vue environnemental et nuisance qui ressort de plus en plus aujourd'hui. Hein. C'est plus de 51% des répondants qui nous expliquaient avoir et attaché une importance majeure aux nuisances que peuvent générer certains projets. Il y a aussi, dans les discussions qu'on peut avoir, hein, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a encore un effort de pédagogie à faire sur certaines activités industrielles pour en favoriser l'acceptabilité. Et c'est un point majeur. Il y a d'autres points qui vont ressortir, mais qui sont importants. Hein. Ça va être les consommations aussi d'énergie ou les consommations en eau, qui sont des vrais enjeux pour beaucoup de territoires aujourd'hui.
et sur lesquels on travaille par exemple avec des territoires sur l'accompagnement d'un projet et sa consommation en eau, parce que c'est des éléments qui peuvent être déterminants, parce que l'eau, c'est un bien qui doit se partager et dont aussi beaucoup d'acteurs au niveau du territoire ont besoin. Donc, il ne faut pas que les projets qui viennent s'implanter mettent en tension de trop cette ressource en eau. Je le dis très vite et puis je prendrai du temps pour répondre aux questions, mais je vois que l'heure file. Donc, voilà un peu les principaux enseignements sur le baromètre. Je pense que sur cette séquence, si je ne me trompe pas, on a à peu près tout dit, Juliette et Leslie, si vous m'entendez. Donc, on peut peut-être prendre des Tout à premières fait. questions s'il y en a ou passer à la suite. On n'a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à réagir. Sinon, on peut peut-être poursuivre. Peut-être on peut poursuivre avec Laurence et prendre des questions à l'issue de sa Très bien. présentation. C'est donc à moi, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Donc, merci donc Laurence Bertrand, donc responsable du service entreprise Grand Châtellerault. Alors pour ce retour d'expérience, ce qui me semble important en premier lieu, c'est d'expliquer à la fois les spécificités de notre territoire. Je vais vous le repositionner car je pense que tout le monde ne positionne pas Châtellerault sur la carte de France, même si nous sommes au centre-ouest de la France. Et puis, expliquer effectivement à travers quelques exemples, à la fois pourquoi on a travaillé avec Ancoris et puis comment concrètement ça se passe, parce que je pense que c'est aussi important d'expliquer ce plan-là. Donc, les spécificités. Donc, Châtellerault, c'est facile sur la carte. Vous prenez Bordeaux, vous prenez Paris, vous prenez l'autoroute A10, la route des vacances, vous coupez en deux, on est équidistant entre Bordeaux et Paris. Donc, on est un territoire composé de 47 communes, 80 000 habitants. J'aime à dire qu'on est un territoire industriel en milieu rural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre territoire a une vraie spécificité dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a 40% de l'emploi salarié qui se trouve être dans l'industrie. Voilà, donc ça, c'est quand on a posé ça, en fait, si je dois résumer, je vois Guillaume qui réagit, si je résume Châtellerault, c'est 17 zones d'activité, un pôle industriel extrêmement fort, extrêmement ancien, puisque bon, c'est toute l'histoire de la ville de Châtellerault. Et puis autour de ce poumon industriel qu'est Châtellerault, nous avons un territoire rural, donc un territoire aussi qui est touristique, puisque au sein de la collectivité, au sein de l'agglomération, nous avons des communes comme Angle-sur-Langlin ou La Roche-Posay, qui, je pense, parle un petit peu à tout le monde. Donc ça, c'est très important de signaler la structure même de notre territoire. Ce territoire est très industriel, il a subi forcément toutes les vagues et tous les cycles économiques. Il a pâti à un moment donné d'une absence de diversification. On a très fortement été impacté par la crise de 2008 avec toute la crise sur l'automobile, des sous-traitants automobile. Donc, ça, on a subi très, très régulièrement des très grandes vagues de licenciements, des disparitions de pans d'activité, avec la dernière dont je pense vous avez tous entendu parler, avec la fermeture donc, des fonderies du Poitou sur le site d'Ingrande-sur-Vienne, qui est donc un pôle industriel important du territoire, avec en l'espace de 2 ans la perte d'à peu près 600 emplois. Donc, ça, c'est une première spécificité. Un territoire avant tout industriel dans un territoire qui est globalement beaucoup plus rural. Très forte prépondérance donc, de l'emploi industriel, qui est à la fois une force, mais qui est aussi bien évidemment une faiblesse à un moment donné. Et puis, l'autre pan, c'est la structure même de notre tissu industriel. Donc aujourd'hui, on a quelques têtes de pont, c'est-à-dire on a quelques entreprises avec des effectifs extrêmement conséquents. Je pense aux aéronautiques en particulier, puisqu'on a, comme beaucoup de territoires, hein, des unités Thales, des unités Safran, donc qui avoisinent le millier d'emplois. On a un peu plus de 8000 personnes hein, qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie sur notre territoire. Et puis à côté de ça, nous, on a toute j'allais dire, toute une kyrielle de petites PME sous-traitantes de ces grands intervenants. On a très très peu donc d'entreprises de taille intermédiaire. Alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on était très concentré, puis une fois qu'on a expliqué qu'on avait très peu de taille intermédiaire, c'est poser la question et se pose la question de se dire, ben oui, comment on fait pour, j'allais dire, éviter ces à-coups de cycle économique et comment je diversifie mon tissu industriel. Donc, il n'y a pas 36 000 façons. Soit vous recrutez en interne,
soit vous faites appel, j'allais dire, à des spécialistes de ce que j'appelle la prospection, etc. Et c'est ce qui a aussi motivé sur le territoire le fait d'avoir recours donc aux services d'Ancoris sur deux pans, à la fois sur l'industrie et à la fois sur le tourisme. Donc, j'ai parlé dans un premier temps sur l'industrie, tout simplement parce qu'on a besoin de faire venir sur notre territoire des entreprises qui vont venir diversifier nos filières. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre point clé du territoire, c'est que nous, on a du foncier. On a 17 zones d'activité, on a quelque chose comme une vingtaine d'hectares de dispo aujourd'hui, mais on a aussi la volonté de nos élus qui consiste à dire ne consommons pas de façon, et je rejoins ce que Guillaume a pu indiquer par rapport au baromètre, c'est-à-dire ne consommons pas de n'importe quelle façon ce foncier qui demain représente de l'or quand même pour nos territoires, ce qui nous permettra aussi de trouver des relais quant à l'emploi de demain, parce qu'il faut aussi penser à ça. On est conscient que dans une économie, on a des secteurs qui tournent, des secteurs qui tournent moins bien, des secteurs qui disparaissent, des entreprises qui disparaissent, etc. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, bah, c'est vrai qu'on a besoin de spécialistes pour nous aider, j'allais dire, à nous envoyer des dossiers. Donc, c'est ce que l'on fait maintenant depuis alors, plusieurs années sur le tourisme, 2 ans sur la partie industrielle. Donc, concrètement, les équipes d'Ancoris et nos intermédiaires savent un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on recherche, ce que on ne souhaite pas. Donc, on reçoit des cahiers des charges, c'est très simple, on reçoit des cahiers des charges qui sont extrêmement bien faits, qui nous permettent, enfin moi j'insiste sur le fait que ça nous permet de gagner du temps. Vraiment, j'insiste sur ce plan-là parce que alors, ça prend du temps de prospecter, ça prend du temps. Il faut avoir les compétences aussi pour le faire. Et j'ai envie de dire, autant externaliser pour se concentrer sur ce qui est notre valeur ajoutée, à savoir la capacité de parler de notre territoire, la capacité à trouver la meilleure solution, le meilleur accompagnement possible pour les entreprises qui s'implanteront sur le territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour nous, c'est j'externalise quelque part à travers Ancoris cette capacité à nous rapatrier du cahier des charges. Mais après, il faut qu'on travaille. Et on revient à ce que, même chose, Guillaume indiquait à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'attirer sur notre territoire cette attractivité, d'être en mesure de répondre aux besoins donc, des cahiers des charges. Donc, les cahiers des charges, on les reçoit, ils sont extrêmement bien faits, c'est extrêmement clair. On a le contact ou pas direct avec le directeur ou la personne en charge du projet. Et puis, bah, ça nous vendre le territoire, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est notre travail. Si on ne gagne pas, bah, ça veut dire qu'on est moins bon que les autres. Moi, j'aime à dire que… Alors, c'est des fois un peu frustrant quand même sur certaines décisions, je ne le cache pas. Mais d'un autre côté, c'est le jeu. C'est à nous de nous améliorer sur ce que l'on peut indiquer sur notre territoire en matière d'attractivité. Bien évidemment, la qualité de vie, c'est une chose. La capacité à former et à accompagner dans la formation. La capacité aussi à monopoliser des aides, tant régionales ou des dispositifs d'État. Donc, ça se passe de cette façon-là. Nous, on renvoie. Alors, c'est pour le coup, comme on n'est pas très nombreux dans l'équipe, c'est moi qui m'occupe de réaliser donc ces dossiers. Et puis après, on a un suivi extrêmement régulier. Mais j'insiste bien sur l'importance pour nous d'avoir externalisé cette mission-là. Ce n'est pas une mission d'agent de collectivité, c'est une mission de prospection commerciale pure et dure et de capacité à tisser des liens à un autre niveau que ceux qu'on est en mesure de tisser au niveau d'une collectivité. Donc, parmi nous, on a eu à peu près une quarantaine de dossiers sur l'industrie depuis 2 ans. Ça ne se ralentit pas. Moi, je pensais un petit peu que ça allait se ralentir sur cette année 2024, qu'on sent bien être une année de transition dans un certain nombre d'industriels. Cependant, on continue d'avoir de très beaux dossiers extrêmement liés sur les énergies renouvelables, etc. Donc, ou avec des contraintes un petit peu fortes sur le plan des bâtiments, etc. Donc, on a eu à peu près une quarantaine de dossiers. Donc, effectivement, un dossier qu'on apprécie bien parce que c'est ce qu'on aime. Alors, j'espère qu'on en aura plein d'autres comme ça, puisque l'objectif du territoire, c'est aussi de pouvoir accueillir ce qu'on appelle des startups industrielles qui constitueront le relais demain de nos entreprises en place. Donc, c'est MAT qu'on accompagne maintenant depuis, alors qu'il se trouve être installé, l'installation a duré à peu près 6 mois pour leur trouver le bon bâtiment au regard de leurs besoins.
Mais donc voilà, donc on a répondu. On était en concurrence avec une autre commune, enfin une autre ville, pardon, qui était dans la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, ils sont installés dans un bâtiment. Donc on avait, nous, il nous fallait un local industriel, surtout il fallait de la puissance électrique. Ça, c'était là aussi, hein, il y a des cahiers des charges avec de vraies spécificités, donc c'est important d'être. Donc là, il nous fallait beaucoup de puissance électrique pour pouvoir sortir ce qui sera l'avenir, à mon avis, de la partie chaudronnerie aussi, hein, donc avec MAT. Et ils étaient donc basés aussi en banlieue parisienne. Donc le site de production est maintenant installé à Châtellerault, avec tout l'accompagnement qu'on a pu faire sur les aides qu'ils ont pu obtenir, sur les levées de fonds, sur la région Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc, on a le lien direct avec Ematé. Ancoris, j'ai envie de dire, s'efface à un moment donné, lorsque l'on. Alors, je suis désolée, je vais peut-être choquer certains. Moi, je parle de client parce que je suis une ancienne du privé, hein, donc, lorsque le client est arrivé et n'est plus un prospect, c'est vrai qu'Encoris s'efface. Et là, aujourd'hui, on travaille très ouvertement. Donc, enfin, je veux dire, on les suit, on les accompagne. On fait un accompagnement très, très resserré, nous, pour Ematé. On les intègre dans le réseau, dans l'écosystème local. Ça fait partie des choses aussi qui sont extrêmement importantes. On leur facilite, on leur ouvre les portes. Mais ça s'est passé simplement. On a défendu, on a trouvé le bâtiment, on travaille, on accompagne à tous les pans. Mais en tout cas, la base même, c'est d'avoir un très bon cahier des charges, qui est le cas. Bon, ça suppose aussi que le prospect soit relativement précis, mais en tout cas, c'est un petit peu de cette façon dont ça se passe. C'est vraiment cette idée d'externaliser cette prospection. Sur le tourisme, on travaille avec Ancoris depuis un petit peu plus longtemps, puisque, alors là, on sent bien, hein, l'effet Covid, le changement de vie, le besoin de certains euh, de, de changer de vie et de s'installer dans les campagnes. Donc, 58 à peu près, je crois que sur l'année 2023, ça doit être 58 dossiers transmis sur le tourisme. Donc là, il y a une personne, hein, qui s'en occupe au sein du service. Alors, nous, le service est connu, on a tendance à intervenir quelquefois sur l'obtention des aides également. Euh, 4 belles reprises. Alors, il y en a une dont on est assez fiers parce que ça a duré un peu longtemps, donc c'est important de le signaler. C'est la reprise du restaurant, donc à Saint-Sauveur, avec un chef qui était à Paris, un chef anglais, qui avait décidé d'acheter sa première affaire et qui avait des amis qui leur racontaient qu'il fallait aller à Poitiers, donc qui se trouve à 30 km et non pas à Châtellerault. Et c'est vrai que là, ça a été un dossier qu'on a mené sur un peu plus d'une année, pour leur permettre de s'installer. Donc, vous avez des exemples de reprises, hein, de gîtes, d'hôtels, etc. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc, même pratique, il y a des relations, il y a des points qui sont faits très, très régulièrement avec les équipes d'Ancoris. Donc, c'est un travail en étroite collaboration, mais avec cette idée quand même qu'à un moment donné, c'est au territoire de faire le travail, hein, j'ai envie de dire, ce qui est tout à fait logique à mes yeux. Donc voilà, donc des expériences variées, mais j'espère qu'on en implantera encore beaucoup d'autres. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai répondu à vos attentes. Merci Laurence. Alors, on n'a pas de questions dans le chat. Vu le nombre qu'on est, je vous propose, pour ceux qui souhaitent réagir, de prendre la parole. Ah, on a une question, pardon. Combien êtes-vous dans votre service, Laurence? Le pôle industrie, en fait, c'est très simple, c'est très rapide chez nous, hein. Donc, j'ai une personne qui est sur le dispositif territoire d'industrie, puisque le territoire est labellisé phase 2. J'ai une personne qui s'occupe du foncier, j'ai une personne qui s'occupe du commerce, hein, et moi. Voilà. Et j'ai une personne qui s'occupe de la pépinière d'entreprise. Voilà. Vous connaissez tout le monde. Moi j'ai deux questions. Alors, une plutôt sur la partie baromètre, et puis une autre qui pourra vous concerner, Laurence, en attendant que les autres questions arrivent. La première, pour repartir du baromètre, je m'interrogeais sur l'aspect géographique de ces implantations. Est-ce que vous avez des cartes pour identifier les typologies de territoire d'implantation? Est-ce que c'est plutôt euh, enfin, voilà, des régions de France ou c'est plutôt des typologies de territoire plutôt en périphérie, etc. Et Ouais. ma deuxième question, mais qui se pose aussi à vous deux, nous, on entend de plus en plus, et vous l'avez dit, Laurence, un certain territoire qui se pose la question d'accueillir du développement économique,
et pas uniquement du développement industriel purement, mais enfin, voilà, qui s'interroge sur le foncier, sur les externalités potentiellement négatives que ça peut apporter. Est-ce que vous l'observez du côté du baromètre ou aussi d'une expérience plus empirique dans vos métiers au quotidien? Est-ce que ça infléchit les stratégies d'implantation des entreprises? Si oui, est-ce qu'il y a des différences entre les typologies d'entreprises? Et est-ce qu'il y a vraiment un effet prescripteur, selon vous, du territoire, par exemple, pour essayer de colorer, entre guillemets, ou le projet d'implantation de sorte à ce qu'il y ait des processus d'écologie industrielle, par exemple, ou un impact environnemental ou sur l'eau un peu différent. Enfin, voilà. Euh, je me permets de répondre, Laurence, Oui, vas-y, vas-y. si besoin, mais déjà sur le pan géographique de ta question, Juliette, nous, on travaille pas avec tous les territoires de France, déjà. Donc, mesurer si telle ou telle région et faire un classement en fonction des régions, pour nous, c'est raisonner l'attractivité comme elle a été raisonnée pendant longtemps. Donc, on se refuse plutôt à faire les classements. Par contre, ce qu'on fait, c'est d'avoir une logique de typologie de territoire. Et aujourd'hui, en fait, les deux tiers plus des deux tiers d'ailleurs des projets qu'on va détecter ou qu'on va implanter en collaboration avec les territoires vont cibler prioritairement les territoires ruraux ou semi-urbains ou les villes moyennes qui sont qui ont un vrai territoire qui sont attractifs sur ces sujets-là parce que deux raisons principales, hein. J'évoquais les freins à l'implantation tout à l'heure, les compétences, la disponibilité de la solution d'accueil, qu'elle soit foncière ou immobilière. Dans ces territoires-là, aujourd'hui, Laurence l'évoquait très bien pour Châtellerault, il y a encore potentiellement des marges de manœuvre au niveau foncier ou en termes de solutions d'accueil. C'est aussi des territoires dans lesquels on retrouve dans certains des friches et donc sur lesquels on peut faire des projets de réhabilitation, réimplanter de l'activité économique. Donc c'est vraiment dans ces territoires-là où on voit qu'il y a eu une accélération du nombre de projets d'implantation ces 3, 4 dernières années. On voyait ça avant la crise Covid enfin, la crise sanitaire et ce phénomène-là s'est accéléré sur les années futures. Et après, l'autre partie de ta question, c'était plutôt sur la sélectivité des projets. Est-ce que ce qui se passe au sens large du terme vient infléchir à la fois les réflexions des entreprises et des décideurs territoriaux? Bah, oui, évidemment. Tout le monde le prend en compte. Ce qu'on n'a pas dit dans les chiffres du baromètre, il y a un document qui est un peu plus large, mais c'est que aussi on a une croissance du nombre de projets donc de projets d'entreprise, qui sait nous démontrer factuellement qu'ils ont pris des engagements en termes de RSE. Donc soit c'est social, soit c'est environnemental, évidemment, ça peut être tous les champs. Au premier semestre 2020, pour donner un comparatif, c'était 1% des projets qui étaient en capacité de nous démontrer factuellement, donc avec des labels, avec des certifications, qu'ils avaient pris ces engagements-là. L'année dernière, je crois que c'est plus de 20% des projets qu'on a détectés et qualifiés qui sont en capacité de le démontrer factuellement. Donc, on a une vraie accélération sur ces thématiques-là et c'est pour ça que on parle de convergence aujourd'hui des intérêts entre les décideurs territoriaux et les entreprises parce que ces éléments-là sont pris en compte des deux côtés de la barrière. Et je rajouterais qu'on le constate, on se constate là dernièrement, c'est dans les cahiers des charges, c'est-à-dire que là où il y a encore un an, on avait plutôt des cahiers des charges avec des constructions de bâtiments, etc. Là, on voit très clairement des porteurs de projets qui insistent. Alors, bon, je sais qu'il y a les aides de l'État sur les fonds friches, machin truc, mais enfin, tout le monde ne l'aura pas, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a cette idée, en tout cas, de plutôt récupérer de la friche, rénover. Et certains, ça devient un point clé, hein. C'est-à-dire que quand on n'a pas de friche industrielle, certains, c'est pas, on fait pas, on va pas construire quoi. Par rapport au territoire, nous, on n'a pas d'état d'âme à ne pas répondre, j'ai envie de dire, à un projet. On parle de la ressource en eau, c'est quelque chose qui chez nous est extrêmement, enfin, on doit faire attention à cette ressource en eau. Donc,
je le prends moi comme une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire, je veux dire, il faut que le projet s'inscrive aussi dans le contrat de territoire, dans ce que souhaitent nos élus, et la ressource en eau, on va y faire extrêmement attention. Donc demain, un projet, on en a eu un comme ça, qui était extrêmement consommateur d'eau. Je m'interroge sur la pertinence d'y répondre. Moi, j'ai pas de souci, on ne répond pas. Vous voyez ce que je veux dire? On répond pas à tout pour répondre. C'est comme les plateformes logistiques. Moi, enfin, de notre côté en tout cas, on ne consommera pas du foncier sans création d'emplois. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, mais en tout cas, par rapport à la démarche RSE et à l'environnement, la transition écologique, je trouve que c'est de plus en plus intégré dans les projets qui nous sont envoyés. Ouais, et après, Juliette, pour compléter aussi, l'attractivité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de champs, et notamment celui des talents et celui de l'économie présentielle. On parle beaucoup d'économie productive. C'est important aussi de se dire que ça fait partie d'une stratégie, d'une politique publique globale, et qu'en général, quand on intervient aux côtés d'un territoire sur ces thématiques-là, il y a aussi une phase, on l'a fait aussi à Châtellerault, il y a une phase de structuration de la démarche qu'on va faire. C'est-à-dire sur quelle filière on veut se prépositionner, lesquelles ont un intérêt avec la stratégie de développement du territoire, mais aussi la compatibilité avec le tissu endogène et le taux de diversification, pardon, qui peut être amené par de l'exogène. Un écosystème, il fonctionne aussi avec des injections, pardon, exogènes, et c'est important dans la politique de développement et de diversification économique d'un territoire de se dire que c'est les deux pans qui doivent être menés de front. C'est-à-dire qu'on travaille le tissu endogène, et en même temps qu'on travaille ce tissu endogène, on renforce l'attractivité du territoire. Quand on la renforce aussi d'un point de vue résidentiel et attraction des talents, pardon. Et donc, in fine, ça peut être aussi un vrai levier d'attractivité pour de l'exogène. Alors évidemment, je décris un scénario idéal, et on n'est pas des utopistes ou des naïfs, et ça présuppose aussi d'avoir des espaces pour créer du logement, de créer des services publics supplémentaires, etc., etc. Mais c'est vraiment cette boucle vertueuse qu'on essaye d'enclencher quand on va travailler sur un territoire de notre côté. Merci. J'en profite pour prendre quelques questions qu'on a dans le chat. Alors, peut-être deux premières questions pour Guillaume sur le sourcing des projets, où sont-ils prospectés? Et peut-être pour revenir sur le baromètre, alors, avoir une liste des territoires avec lesquels vous avez travaillé pour votre enquête, je ne sais pas si une liste c'est possible, mais en tout cas, peut-être avoir une idée des Ouais. territoires qui ont répondu. Alors, sur la première question, oui, c'était d'où viennent les projets? Ouais. Euh, Ouais. alors, c'est ce que j'expliquais, je suis passé rapidement. On a notre premier vecteur de détection de projets d'investissement, c'est notre plateforme qui s'appelle Pôle Implantation Commerce, Pôle Implantation Tourisme. C'est à travers ces plateformes-là que les porteurs de projets vont nous contacter. Et on a à peu près 8 à 10 000 porteurs de projets qui nous contactent chaque année pour nous faire part de leur projet d'implantation. Donc, c'est vraiment ce vecteur-là qui nous permet de détecter 80%, je veux dire, au bas mot du nombre de projets qu'on va détecter chaque année. Et ensuite, on a des stratégies de ciblage par filière ou par typologie d'activité quand on va travailler sur des stratégies un peu plus sur mesure avec des territoires où là, on est je vais le dire comme je le dis habituellement, mais dans la dentelle. Et on va cibler des typologies d'entreprises dans des secteurs d'activité bien précis, spécifiques. Grâce à nos bases de données, aujourd'hui, on agrège de la data sur à peu près une grosse dizaine de millions d'entreprises à l'échelle européenne. Donc, c'est de la data qu'on aspire hein, sur Internet, c'est de la data disponible, et après, elle est triée automatiquement pour avoir des fiches d'identité sur les entreprises. Et c'est comme ça qu'on va faire les ciblages dans la plupart des cas. Et évidemment, il y a d'autres sources, bases de données auxquelles on fait appel, qu'on va utiliser pour diversifier nos sources. Et la deuxième question, c'était... La deuxième, c'était savoir un petit peu la typologie des territoires qui avaient répondu à votre enquête. Alors, il y en a 257, donc j'ai pas les... je ne vais pas vous donner les 257 noms comme ça. Mais ce qui est vrai, et comme ça je ne vais pas prendre trop de temps et on pourra se concentrer sur la deuxième partie, mais dans le baromètre, il y a justement la cartographie des typologies de territoires qui ont répondu à l'enquête. Donc, vous avez en fonction des tailles de territoire, des typologies de territoire, des strates aussi, des niveaux, hein, en fonction si c'est des régions, si c'est des EPCI, enfin, des intercos. Donc voilà, il y a tout ça dans une séquence du baromètre qui doit faire 3 4 pages, si je ne m'abuse.
Où peut-on le récupérer le baromètre? Je vois la question s'afficher en live. Euh, sur notre site internet, c'est faisable et que le lien, il va être envoyé a posteriori, c'est ça, Juliette? Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va envoyer les deux baromètres par mail à l'issue. Avant de passer la parole à Luc, je prends une dernière question qui fait le lien avec le logement. Donc, l'attractivité du territoire doit prendre en compte l'accueil de nouvelles populations et notamment d'actifs. Les entreprises qui recrutent les nouveaux salariés doivent aussi investir dans le logement afin d'assurer une période d'installation sereine. Des projets d'acquisition de logements réservés au sein de programmes immobiliers sont en cours d'initiative. Avez-vous également des exemples en cours? Donc la question s'adresse plutôt à vous deux, je pense, Laurence et Guillaume. Alors, je vais répondre sur le territoire. Nous, on n'a pas de problème nous, on n'a pas de problème d'immobilier sur le territoire, c'est-à-dire qu'on est un territoire où on a encore une très grosse disponibilité d'immobilier à un tarif extrêmement attractif, puisque on n'a pas subi les très grosses hausses enregistrées, en particulier sur d'autres villes de la Vienne, je pense à Poitiers en particulier. Ce qui est important, ce que nous on fait en revanche, c'est qu'on a développé en interne une équipe qui est chargée d'accueillir les nouvelles familles qui s'installent ou qui ont des velléités de s'installer sur le territoire. Ça veut dire quoi? Ça leur permet à la fois qu'on les accompagne sur alors, les biens immobiliers sans faire complètement forcément le choix, mais en tout cas, éviter qu'ils se fassent avoir comme ça a pu arriver quelquefois. Les écoles, la présentation du territoire, tout ce qui va tourner autour de la qualité de vie et du bien vivre sur le territoire de Grand Châtellerault. Donc, ils ont une équipe, on a 2 personnes dont les missions sont vraiment d'accueillir, de répondre à toutes les questions. Je dois mettre en crèche, où est-ce que je vais? Enfin, faciliter, j'ai envie de dire, l'arrivée sur le territoire de ces nouvelles, de ces familles. Et c'est extrêmement apprécié, quel que soit d'ailleurs le niveau, entre guillemets, d'un directeur de site ou, euh, ou d'un salarié. Voilà. Mais nous, on n'a pas. Alors, on a plutôt, nous, le souci pour les jeunes qui arrivent sur notre territoire. Donc là, on a aussi des solutions en cours de réalisation, de logement, etc. Mais sur les familles, on n'a pas la problématique pour le moment. Et juste pour compléter en 10 secondes, il y a aussi un gros travail par exemple qui est fait là, en ce moment dans le cadre de l'implantation des gigafactories dans le Nord. On a travaillé avec territoire de Douaisis agglomération, mais aussi on a beaucoup discuté avec, alors je veux dire la côte d'Opale au sens large, mais le territoire de Dunkerque principalement, où là il y a des initiatives qui sont mises en place pour répondre à la question, qui sont intéressantes à regarder. C'est évidemment un grand renfort de moyens vu l'échelle des projets, mais c'est intéressant de se dire que quelque part, s'il y a des dispositifs qui marchent pour des projets d'ampleur comme cela, peut-être qu'on peut en faire avec des échelles un peu plus petites. Soissons aussi réfléchissait beaucoup sur le sujet à une époque, et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Merci. Je vous propose, vu l'heure, de poursuivre sur la troisième partie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra les prendre en fin de webinaire. Du coup, Juliette, si je comprends bien, j'ai une dizaine de minutes. Oui, c'est ça. Je vais essayer d'être rapide et efficace. C'est le lot de ceux qui concluent. Donc déjà, avant de rentrer dans le cœur du sujet, première question, pourquoi c'est important effectivement de parler de tourisme en 2024? À première vue, ça peut paraître comme un secteur de niche. C'est vrai que le discours public, politique est très investi de la question industrielle, à juste titre d'ailleurs, puisque l'enjeu de réindustrialisation dans les territoires français est vraiment primordial. Mais pourquoi finalement c'est important de parler de tourisme? Alors il y a trois grandes dimensions qui sont les sous-jacents de nous, notre intérêt thématique fort chez Ancoris sur cette question-là, et le fait qu'on ait synthétisé nos réflexions, nos observations du marché dans le baromètre, c'est que, c'est un marché en fort développement. C'est une spécificité sectorielle très forte et on reviendra dessus ensuite. Deux, au-delà je dirais, de l'aspect quantitatif d'un volume d'investissement, c'est un secteur d'activité dans toute sa pluralité et sa diversité qui se transforme, qui innove beaucoup, qui réinvente ses modèles et qui nous paraît du coup à ce titre hyper intéressant. Et la troisième dimension, c'est que fort de ce volume d'investissement dans les territoires, fort de cette capacité d'innovation, de plus en plus d'acteurs, nos partenaires publics locaux dans les territoires, justement réorientent leur stratégie économique
vers le tourisme, en tout cas qui inclut le tourisme comme l'une des briques assez fondamentales de leur stratégie à la fois de diversification économique et de développement économique. Et à ce titre, le témoignage de Laurence, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier, est hyper révélateur d'un territoire industriel avec une forte dimension industrielle, un fort ancrage industriel, mais qui assez vite s'est posé la question d'une diversification vers le tourisme. Bien, vers le micro. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est mieux. C'est mieux. Si on rentre dans les résultats en tant que tels de notre baromètre, c'est la page suivante, normalement. Alors déjà, oui, effectivement, comment nous, on a constitué les résultats. Donc, finalement, exercice assez similaire que le baromètre qu'on a fait sur l'activité économique en général. On a à la fois croisé nos données d'échange avec les porteurs de projets, les investisseurs, les dirigeants touristiques. Donc, c'est les 1800 contacts qu'on a chaque année avec ces opérateurs. En face, on a mis effectivement on a interrogé la puissance publique dans les territoires, la puissance publique locale sur quelle est votre perception aujourd'hui du phénomène de l'investissement touristique? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que ce n'est pas une priorité? Est-ce que vous identifiez des freins à l'investissement touristique pour finalement essayer de traduire si les critères, les nouveaux critères de localisation des dirigeants touristiques se retrouvaient dans les priorités des décideurs publics. Et à ce titre, on a eu pas mal de résultats hyper intéressants. Donc, on va revenir dessus juste après. Le premier, c'est effectivement déjà sur ce dont on parle en matière de volume. Donc, on a vu avec Guillaume la dynamique des investissements en général dans les territoires, l'économie générale, où effectivement on est plutôt à des années de stabilisation, alors certes à la hausse, mais plutôt de stabilisation, voire un très léger tassement en 2023 par rapport au volume d'investissement qu'on observait l'année précédente. La spécificité sectorielle du tourisme, c'est que finalement, le phénomène qu'on pensait être le phénomène de rattrapage ou d'accélération post-Covid, en fait, c'est vraiment traduit en 2022 et puis se maintient dans la durée en 2023. C'est-à-dire que euh, toutes ces transformations autour du tourisme expérientiel, du slow tourisme, du retour à une certaine forme de ruralité, le temps quelque part pour les opérateurs de développer, de penser leur concept, leurs nouveaux projets, s'est traduit en prise de contact avec nos équipes très fortement à partir de 2022 et à nouveau en 2023. Donc, on est sur un secteur qui continue d'investir, qui continue d'investir assez fortement dans les territoires. Et là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on interroge nos partenaires, enfin en tout cas les opérateurs publics qui ont bien voulu, et on les en remercie, répondre à notre enquête sur effectivement quel est leur regard sur l'attractivité de leur territoire depuis la crise du Covid-19, on a 9 territoires sur 10 qui nous disent que celle-ci s'est renforcée. Indépendamment de sa localisation, montagne, rural, littoral, urbain, 9 territoires sur 10 nous disent que leur attractivité s'est renforcée depuis la crise. Et à ce titre, c'est hyper intéressant parce que ça signifie qu'on n'est plus dans une logique court-termiste de j'ai une carte à jouer parce qu'on est dans un contexte post-Covid, mais vraiment dans un enjeu qui devient structurel de positionnement sur l'activité touristique, sur les actifs touristiques, puisque cette attractivité territoriale s'est renforcée depuis la crise. Alors pourquoi elle s'est renforcée? Aussi parce que justement, il y a des lames de fond qui favorisent une très grande majorité de territoires. Lorsqu'on parle de slow tourisme, lorsqu'on parle de tourisme de pleine nature, forcément, ça va impacter un investissement touristique qui va plus regarder du côté des territoires ruraux, de montagne ou évidemment les territoires littoraux, qui constituent malgré tout l'essentiel du tissu géographique français. Donc, dans les enseignements, ensuite, si on passe à la slide suivante, de la nature de ces projets et du profil type de l'investisseur, donc déjà, on constate que 2 tiers des porteurs de projets qui contactent nos équipes figurent parmi cette grande catégorie de l'investisseur exploitant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'est pas sur des opérateurs qui sont dans des logiques, je dirais, purement financières, de faire de l'acoût, mais plutôt dans des opérateurs qui vont s'inscrire dans des écosystèmes territoriaux constitués, qu'ils auront simulés au préalable pour investir dedans dans le temps. Alors, après, évidemment, ce phénomène et on va dire le volet positif de cette dynamique de marché a aussi un écueil qui est celui d'un certain nombre de freins qu'on peut constater.
nous, dans nos discussions à la fois avec les dirigeants et les territoires avec lesquels on travaille. Et ce qui est assez intéressant, puisque effectivement la problématique de la disponibilité des compétences, qui est très vraie pour l'industrie, mais qui est aussi vraie pour le tourisme, on constate que dans la logique de l'implantation, de la primo-implantation, du réinvestissement, finalement, ce n'est pas l'enjeu premier, même si c'est l'un des enjeux du dirigeant touristique. Les enjeux qui reviennent systématiquement, c'est la solution d'accueil, à la fois dans sa dimension, je dirais, euh, bête et méchante, c'est-à-dire le foncier, l'immobilier, mais aussi dans sa dimension réglementaire. Et ça, c'est vraiment une spécificité de ce secteur, c'est que beaucoup de territoires me disent, bah, certes, j'ai envie, je ne sais pas, de développer de l'écologe de pleine nature, mais c'est des activités qui, par définition, vont chercher des espaces plutôt de forêt ou plutôt de lacs, pas forcément des espaces où je peux construire et aménager ce type d'actifs. Et donc, la problématique liée à la réglementation locale au PLU est souvent un enjeu pour les territoires pour accueillir ce type d'activité. L'image de la notoriété du territoire, aussi un enjeu fort. Et ce qui apparaît moins effectivement dans ce tableau-ci, mais qui est très vrai plutôt du côté des dirigeants, ce qui est moins relevé paradoxalement par les territoires, c'est vraiment le financier, l'aspect financement des projets. Si je devais caricaturer la chose, on est désormais moins sur des projets monolithiques, c'est-à-dire un projet hôtelier qui ne fait que de l'hôtellerie. On va être typiquement sur ce sous-secteur touristique de l'hôtellerie, sur des projets beaucoup plus hybrides, beaucoup plus complexes, qui peuvent avoir des dimensions servicielles assez plurielles autour du coworking, du service aussi à la population, pour pouvoir assurer un flux d'activité, y compris toute saison, finalement, pour élargir les ailes de saison et d'activité de ces actifs touristiques. Donc là-dessus, la complexité de nature des projets fait que leurs besoins en financement peuvent être plus élevés. Aussi, on regarde la typologie de recherche que peuvent porter ces porteurs de projets. Typiquement, lorsqu'on parle de reconversion d'un bien de caractère, d'une abbaye, d'une abbatiale, d'un château, d'un vieux moulin, que sais-je, c'est des projets qu'on a accompagnés, nous, récemment. On va être sur des tickets d'investissement qui vont être plus élevés, donc du coup plus complexes pour pouvoir réunir un tour de table qui permet de financer la concrétisation de ces projets. Dans les autres enseignements qu'on a pu constater, c'était vrai dans les différentes éditions du baromètre touristique des années précédentes, mais le fait que ça se reconfirme en 2023 sous-tend finalement que ça devient un phénomène structurel, c'est la recherche de milieux ruraux. Ça, c'est un vrai phénomène fort et puissant qui constitue une lame de fond du secteur touristique. Euh, très honnêtement, nous, chez Ancoris, on a pensé dans ces années 2020, 2021, 2022 que ça allait constituer un phénomène court terme de recherche des investisseurs touristiques. Or, on constate que ça s'inscrit dans le temps, et deux, c'est vrai, indépendamment de la typologie de porteurs. Hôtellerie, bah, évidemment l'hôtellerie plein air, les gîtes, les chambres d'hôtes, mais aussi les activités de loisirs, les activités plus complexes justement de loisirs ou les activités de restauration. Indépendamment finalement de la dimension sectorielle touristique, on va désormais beaucoup regarder du côté du rural. L'autre dimension qui est hyper intéressante, c'est la part des projets qui inclut justement dans la conception même de leur projet une dimension RSE marquée et forte. Pourquoi? Il y a évidemment un rationnel derrière, c'est que comme on affiche en tant que porteur de projet justement un lien avec la nature souvent ou un lien avec l'écologie, au-delà, je dirais, du greenwashing du projet, on est vraiment sur des projets qui vont inclure dans la conception même du projet une dimension RSE marquée et puissante. Parce que c'est aussi ce que traduisent les habitudes de consommation des visiteurs et des touristes qui vont rechercher, qui vont cibler cette typologie de biens touristiques au-delà de l'environnement rural, au-delà de l'environnement de pleine nature, qui vont chercher justement des projets plus expérientiels qui incluent ce type de dimension respectueuse de l'environnement. Dans les autres enseignements, donc si on passe à la slide suivante, comment? Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Je vais être très bref sur. 35 minutes encore, hein. Ah, on peut prendre 5 minutes. Non, vous voyez, Guillaume veut me censurer parce qu'il a parlé 30 minutes. Donc,
Juste un commentaire sur la slide de juste avant, du coup, sur la planche juste avant. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, sinon, on va vraiment dépasser les 5 minutes. Mais peut-être un focus sur deux, trois secteurs qui nous sont vraiment intéressants de travailler. L'hôtellerie plein air, ce n'était pas vrai les années précédentes et ça devient vrai, en tout cas en 2023, une très forte accélération du volume de projets qu'on peut détecter dans ce champ sectoriel. Les gîtes chambres d'hôtes sont plutôt à marquer le pas. Ce qui nous semble hyper intéressant, c'est ce qui se passe du côté des biens de caractère dont j'ai pu parler. Donc, à nouveau, hein, c'est des projets qui sont un peu plus confidentiels parce que c'est des projets qui sont plus complexes, qui supposent déjà de trouver aussi les biens correspondants, donc des biens patrimoniaux, historiques à fort caractère. Mais là où c'est vraiment très intéressant, dans un contexte de moindre disponibilité foncière, immobilière, dans un contexte de réflexion sur le ZAN, de pouvoir finalement, en tant que collectivité publique, se dire bah, j'ai peut-être des actifs sur mon territoire qui n'étaient pas initialement des biens positionnés, destinés à l'activité touristique, mais qui peuvent l'être et qui, en plus, me permettent de faire une pierre de coups sans consommer davantage de foncier, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, ce qui se passe du côté des activités de loisirs, à nouveau, c'est un secteur qui nous semble assez intéressant parce qu'il permet quelque part de constituer une destination dans la destination. C'est-à-dire que pour des territoires qui n'ont pas une sorte de porte-étendard fort, puissant, marqué sur leur territoire, ça peut permettre, avec une activité intelligente, bien marketée et pensée par rapport à ce qui existe déjà sur le territoire, de créer une destination dans la destination autour duquel finalement vont se greffer des activités de restauration, d'hôtellerie de plein air, etc. Pour vraiment conclure très 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 rapidement, on a quatre grands enseignements, en tout cas de pistes de travail qui nous semblent intéressantes pour les collectivités très territoriales à travailler. Le premier, c'est celui du ciblage stratégique. Ce qu'on constate sur un certain nombre de territoires, c'est que finalement, on se lance sur cette thématique, mais indépendamment d'une réflexion sur bah, quelles sont les forces réelles. Est-ce que j'ai déjà des infrastructures touristiques sur mon territoire? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette que je peux combler? Donc déjà, la question de penser sa stratégie touristique nous semble préalable de tout le reste. Le deuxième point touche aux solutions d'accueil, à la fois foncier, immobilier, PLU, puisqu'on a vu que c'était l'un des freins assez puissants à la concrétisation de projets touristiques dans les territoires. Le troisième point, c'est les nouvelles tendances, mais qui quelque part fait le lien avec le premier point. Les besoins et les usages des touristes changent. Euh, pour être un peu caricatural, autant surfer dessus. Il y a des opportunités à tirer de ces nouvelles tendances avec justement l'existence de ces comptes émergents, donc c'est-à-dire ces nouveaux opérateurs touristiques qui vont développer des nouveaux modèles plus hybrides, plus novateurs. Et le quatrième enjeu, pardon, évidemment, tout ceci ne peut pas se faire au détriment euh, du respect de la nature, de la biodiversité dans les territoires justement, et notamment les plus ruraux qui sont concernés par ces projets d'investissement, puisqu'on voit que finalement c'est une chaîne logique de à la fois la recherche de ce que recherchent les touristes, de ce que peuvent offrir les territoires, et les concepts aussi des investisseurs touristiques. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible, hein. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, Juliette. Non, non, c'est parfait. On a perdu quelques personnes, mais on a quand même gardé une soixantaine de participants. Avec Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'avais une remarque. Enfin, je ne sais pas si c'est possible d'avoir des éléments comparatifs, mais est-ce que, selon vous, on observe quand même un vrai retrait du tourisme urbain? J'ai vu que ça représentait 20% des projets d'investissement. Quelles étaient les jauges avant, notamment la crise sanitaire? Alors, pour la jauge, je ne pourrais pas te la donner, en tout cas, je ne l'ai pas en tête. Ce qui semble intéressant du côté du tourisme urbain, c'est pas tant que, il y a un retrait massif marqué, puisqu'en fait, dans les faits, les très, très, très grands opérateurs, et notamment internationaux, vont aussi cibler les métropoles, le cœur des métropoles. Nous, ce qui nous semble intéressant, c'est plutôt, déjà, comment pas créer de la suroffre sur des marchés déjà bien constitués, bien travaillés, avec des infrastructures touristiques déjà bien constituées. Donc le risque aussi de réimplanter beaucoup et quelque part trop d'offres touristiques, c'est de pénaliser tout le monde, à la fois celui qui s'implante et ceux qui sont déjà implantés.
Et puis le deuxième élément de réponse qui me semble très intéressant de travailler pour les tissus urbains constitués, c'est plutôt comment j'arrive à repositionner mes actifs touristiques existants, donc c'est-à-dire l'hôtelier familial historique de mon territoire, mais qui sont très nombreux justement sur les grandes métropoles françaises, vers ces nouveaux modèles, au risque de se faire dépasser dans 5, 10, 15 ans et de devenir des modèles trop désuets et du coup plus du tout attractifs. Donc, en termes d'investissement, je réfléchirais plutôt à deux échelles, à la fois, effectivement, comment capter les très grands porteurs de projets stratégiques, nationalement, internationalement mobiles, et aussi comment on réinvente et on repositionne des actifs qui sont déjà dans les territoires. Ok. On a une question d'Hélène Gindre. On dispose d'un site touristique exceptionnel en bord de Loire. Quelle est pour vous la démarche pour trouver le meilleur prospect? Alors, bon, déjà, pour bien répondre, il faudrait que je visite le site, mais le préalable à la réflexion, c'est toujours quel est mon potentiel réel? C'est-à-dire, et c'est en fait, c'est le croisement de trois grandes dimensions, l'offre, la demande et la concurrence. Déjà, effectivement, qu'est-ce qui se passe aux alentours du site? Est-ce qu'il y a une densité d'infrastructures importante, plus ou moins importante? Est-ce qu'il y a des biens, ou en tout cas des offres touristiques qui peuvent être valorisées dans le cadre d'un projet au niveau de ce site du bord de Loire pour créer des synergies, des connexions qui permettent de créer une destination générale au niveau du territoire? Ensuite, est-ce qu'il y a une demande? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui vont regarder du côté de votre territoire? Et là, c'est ce que nous, on va plutôt travailler chez Ancoris. Euh, et une troisième dimension qui est effectivement la concurrence. Est-ce que si on crée, on développe un projet, un concept novateur, innovant sur ce site, est-ce que finalement, à 20, 30, 40, 50 km, il n'y a pas un concept absolument équivalent qui ferait que les deux sites se phagocyteraient? Voilà, c'est une réponse un peu générique, mais nous, pour ce type de démarche, ce qu'on a tendance à faire, on l'a fait récemment pour un château dans le sud de la France, dans la région de Nice, la vallée d'Arroya. On l'a fait plus récemment aussi en Bretagne pour un vieux moulin qu'on a reconverti, repositionné vers de l'hôtellerie 2-3 étoiles. C'est toujours regarder ce qui se passe du côté de l'offre, de la demande et de la concurrence. Merci. On a un petit peu dépassé le temps. Si on n'a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de nous arrêter là. De toute façon, comme je le disais en introduction, on vous transmettra bien évidemment la présentation, le replay et le lien, enfin les liens vers les deux études, les deux baromètres, que vous puissiez regarder plus en détail les résultats. Je remercie nos intervenants, hein, Guillaume, Luc, Laurence. C'était très intéressant, on témoigne les réactions aussi dans le chat qui vont dans ce sens. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Leslie aussi qui était présente avec nous et que je remercie d'avoir été associée à la préparation de ce webinaire. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et à très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.